Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Mathieu Bringer, directeur régional du cabinet Gevers. Bonjour. Bonjour. Alors, ce cabinet est spécialisé dans la gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle. Votre nomination à Toulouse est assez récente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les activités que mène le cabinet Gevers à Midi-Pyrénées et à Toulouse et dans le Grand Sud plus précisément? Oui, donc Gevers est un cabinet exclusivement spécialisé en propriété intellectuelle. Nous assistons et nous accompagnons nos clients dans toutes les procédures d'obtention, de défense et de valorisation des droits de propriété intellectuelle. Donc on parle ici de brevets d'invention, de marques de fabrique, de droits d'auteur, de design, et de manière générale de tous les moyens qui permettent de protéger les actifs immatériels de l'entreprise. Donc le bureau toulousain, il est chargé de s'occuper du Grand Sud, donc de toutes les PME de Bordeaux jusqu'à la frontière italienne. Et nous intervenons nous conseillons nos clients pour la mise en place des stratégies d'innovation, la détection des inventions, le suivi des procédures, donc le dépôt des demandes de brevets, la phase d'examen devant les différents offices, et également pour tout ce qui est exploitation de ces droits, donc gestion des accords de licence, et éventuellement le contentieux. Donc non seulement en France, mais on accompagne aussi ces entreprises sur l'Europe, aux États-Unis et en Chine. D'accord, en Chine justement, puisque votre parcours professionnel vous a amené à travailler en Chine et à rester plusieurs années là-bas. Vous connaissez donc bien ce marché et ses spécificités. Vous êtes donc spécialisé ici, en partie sur le marché chinois. Comment on peut aider les entreprises européennes et françaises qui veulent exporter en Chine? Quelles sont les spécificités du droit chinois et que peut apporter le cabinet Gevers à ces entreprises-là? Alors, il faut savoir, peut-être en préambule, que la Chine n'est pas l'ennemi de la propriété intellectuelle. Contrairement à une idée reçue, le droit chinois s'est nettement amélioré, s'est spécialisé depuis quelques années. Et le curseur a changé. C'est-à-dire, effectivement, au départ, il y a quelques années, on avait tendance à penser que la Chine, en tout cas les droits chinois, protégeaient les copieurs, les contrefacteurs. Aujourd'hui, les sociétés chinoises étant de plus en plus innovantes, le droit chinois a changé un peu de stratégie et protège les sociétés qui innovent. Il faut savoir que la Chine est le premier déposant mondial de brevets depuis l'année dernière. Alors après, on peut toujours dire est-ce que c'est un bon critère d'appréciation de l'innovation, le nombre de dépôts de brevets? Ça, c'est un autre débat, mais malgré tout, c'en est un. Et qu'on voit qu'en France, il y a 16 000 dépôts par an, en Chine, ils en font 500 000. Donc quand même, c'est pas la même échelle. Et donc, il est important, lorsqu'on s'intéresse au marché chinois, d'avoir une stratégie de propriété intellectuelle qui est adaptée à la situation chinoise. Je dis que les lois changent, mais ça veut dire que les sociétés chinoises, elles, ont bien compris comment se servir de la propriété intellectuelle. Quelque part, elles jouent le jeu de Go de la propriété intellectuelle. Et il faut que les sociétés françaises qui s'intéressent au marché chinois utilisent les mêmes outils que ces sociétés chinoises. Donc, comment ça fonctionne, quels sont les droits, quelles sont les spécificités du droit. Par exemple, en termes de marque, il faut déposer sa marque non seulement en caractère latin tel qu'on l'utilise en Europe, mais aussi en caractère chinois. Oui, justement, là se pose la question de quelle langue on va utiliser. Est-ce qu'on utilise le mandarin, le cantonais? Exactement. Quelle traduction on va utiliser? Est-ce que c'est une traduction littérale? Est-ce que c'est une traduction phonétique? Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Comment vous pouvez justement accompagner ces entreprises qui veulent exporter? Enfin, on sait qu'en Midi-Pyrénées, il y a quelques entreprises qui essayent maintenant en tout cas quelques secteurs d'activité qui essayent de s'exporter, qui sont intéressés par le marché chinois. La France aussi s'intéresse de plus en plus à ce marché. Comment on peut protéger sa marque, protéger ses brevets, ses innovations en Chine? Comment on peut faire? Eh bien, on peut le faire. Donc, il faut vraiment mettre en place une stratégie qui est spécifique à la Chine. Si on utilise la même stratégie que celle qu'on a en Europe ou en France, on va se planter, c'est certain. Comme vous le dites, pour choisir, il y a très grandes entreprises, Hermès pour ne pas la citer, qui est allée sur le marché chinois, qui a déposé sa marque telle qu'on la connaît ici en France, mais qui a oublié de déposer sa marque en chinois. Or, les clients, les consommateurs chinois, même entre eux, lorsqu'ils parlent d'Hermès par exemple, ils utilisent Aimaishe avec des caractères chinois. Ça ne leur viendrait pas à l'idée, comme nous, ça ne viendrait pas à l'idée quand on parle de Lenovo, d'utiliser les caractères chinois. Et donc, une société chinoise de la région du Guangdong a eu l'idée en 1995 de déposer Aimaishe à titre de marque pour protéger des vêtements.
Hermès a eu toutes les peines du monde à récupérer cette marque. Donc il est important d'anticiper cela et donc de déposer sa marque assez rapidement en caractère chinois. Et effectivement, quel type de marque? Est-ce qu'on fait une traduction phonétique ou sémantique? C'est une bonne question. Il y a des exemples, des différents types d'approches. Par exemple, Apple, en Chine, ils ont fait une traduction sémantique, donc ça s'appelle Pingguo, donc traduit par pomme. Ferrari a déposé une traduction purement phonétique, donc Falali, qui n'a pas de signification particulière. Et après, on a des stratégies qui sont mixtes. Il y a deux bonnes marques, on peut peut-être citer, c'est Carrefour, qui est connu en Chine sous le nom de Tia Le Fu, qui veut dire famille, joie, bonheur. Donc c'est un message fort qui donne envie peut-être d'aller chez Carrefour. Et on retrouve la même sonorité que la marque européenne. Et l'autre bonne marque, c'est Coca-Cola, Coca-Cola, qui veut dire la bouche se réjouit. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des bonnes marques. Et donc notre cabinet accompagne les entreprises de la région pour choisir, ou en tout cas les accompagner pour choisir la bonne marque qui peut être adaptée au marché chinois, pour vérifier que cette marque est disponible, parce que ça c'est un autre problème, il y a 6 à 7 millions de marques enregistrées en Chine, et donc il faut arriver à trouver sa place au milieu de toutes ces marques. La disponibilité de la marque est un critère d'enregistrement. Et ensuite d'engager toutes les procédures auprès de l'Office chinois des marques pour obtenir cette marque et pouvoir exploiter cette marque en Chine. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises midi-pyrénéennes ou toulousaines qui sont intéressées par le marché chinois, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui est encore nouveau ? Il y a de plus en plus de sociétés de la région, notamment dans le domaine aéronautique et agroalimentaire, qui s'intéressent au marché chinois, qui commencent à prospecter. Certaines sont déjà implantées, bien évidemment, mais on sent que c'est clairement le marché d'aujourd'hui et le marché de demain encore pour pas mal d'années. Et donc il y a de plus en plus de sociétés effectivement qui s'y intéressent et c'est ce que j'ai envie de leur dire, c'est il faut mettre en place ces stratégies de propriété intellectuelle avant d'aller réellement sur le terrain, parce qu'après ça peut être trop tard. On connaît l'exemple par exemple des vins, où il y a des sociétés chinoises qui se sont spécialisées dans le dépôt massif de noms de domaine, dans l'unique objectif de revendre sa marque ultérieurement au réel propriétaire du nom lorsqu'il va investir le marché chinois. Et donc il est important d'anticiper tout ça, et dès qu'on commence à s'intéresser au marché chinois, puis c'est des prestations qui ne coûtent pas très cher, d'aller de chercher une marque chinoise, de déposer sa marque, et puis après de poursuivre ces démarches d'implantation. Quels sont les marchés porteurs pour la Chine, les secteurs qui peuvent vraiment bien s'exporter? Vous avez parlé de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, la santé aussi. Oui, la santé, qui est effectivement également. C'est un peu les défis de la Chine d'aujourd'hui. Il y a un défi démographique, un défi environnemental, transport, etc. Donc tous ces secteurs-là ont besoin de compétences et donc sont prêts à recevoir, j'allais dire quelque part, l'appui des sociétés étrangères. L'aéronautique, c'est clairement un secteur porteur en Chine. Il y a beaucoup d'aéroports qui se créent. Il y a énormément d'aéroports qui se créent, le trafic aérien explose. L'agroalimentaire, on entend quasiment tous les jours des problèmes dans le domaine de l'agroalimentaire chinois. Et donc, ils cherchent des solutions pour pallier ces problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, hier ou avant-hier, on parlait de la pollution du côté d'Harbin. Donc, il y a des grands... Enfin, ils ont arrêté, ils ont fermé les écoles, ils ont arrêté les aéroports. Tellement, ça devient invivable. Donc, il y a aussi un défi environnemental. Et toutes les sociétés qui ont des compétences dans ce domaine-là, le marché chinois leur est grand ouvert. Et les institutionnels, on sait aussi, essayent de promouvoir la région en dehors des frontières, et notamment en Chine. Et ils ont créé récemment des maisons du luxe sud-ouest en Chine. Est-ce que c'est une bonne initiative selon vous, et est-ce que ces collectivités peuvent faire appel à vous aussi ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça fédère un petit peu, ça mutualise, j'allais dire, les forces vives pour s'attaquer au marché chinois. On n'est jamais, on est toujours mieux armé quand on se regroupe. Ça permet précisément d'aller chercher de l'information groupée en matière de fiscalité, de propriété intellectuelle, comment est-ce qu'on monte une structure en Chine. Il y a différentes stratégies, différentes méthodes. Donc le fait d'avoir ces maisons-là, ça permet vraiment d'aller chercher de l'information, de faire le lien entre la Chine et les entreprises au niveau régional. Donc bien évidemment, on est en lien avec certaines de ces maisons auxquelles on apporte notre expertise en matière de propriété intellectuelle. Ok, écoutez, merci de nous avoir répondu, et merci de nous avoir expliqué un peu toutes ces spécificités du marché chinois. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.